Les pervers narcissiques, qu'est-ce qu'on en pense quand on est psychanalyste? C'est la question du jour. On m'en parle régulièrement en thérapie et là j'ai eu une question extrêmement intéressante sur les troubles de la personnalité narcissique de manière générale, leur capacité à changer et dans ce commentaire, le terme de pervers narcissique apparaît. C'est très important pour moi de profiter de l'occasion pour faire une petite vidéo plutôt que de répondre de manière, très courte en commentaire. Avant toute chose, quand on parle de pervers narcissique, de quoi on parle? Là, il faut vraiment mettre les pieds dans le plat. Le terme dans le langage courant, on va dire ça comme ça, est utilisé pour parler d'une personne manipulatrice, qui ne se remet jamais en question, qui va nous utiliser à son profit. On parle parfois d'emprise ou de dévalorisation et surtout de souffrance psychologique dans la relation. Autrement dit, quand quelqu'un utilise ce terme pour désigner son partenaire ou un ami, cette personne va mettre un mot sur une relation qui est douloureuse, voire destructrice. Bien entendu, cette souffrance mérite d'être entendue. J'en parle un peu plus bas dans cette vidéo. L'important en tout premier lieu pour moi, c'est de dire que le terme pervers narcissique est problématique parce que ce n'est pas un diagnostic. Voilà, la psychiatrie ne le reconnaît pas, c'est un terme qui ne fait pas partie des classifications du DSM-5. C'est un terme qui, pour faire un petit peu l'historique, puisqu'on arrive à remonter quand même à la naissance de cette expression, c'est un terme qui est né à la croisée de différents concepts. Je pense notamment à Paul-Claude Racamier, qui est un psychiatre français et qui, à l'origine, parlait de perversion narcissique pour parler non pas d'un trouble, mais de modalités relationnelles. C'était une, il accolait ces 2 termes, la perversion et le narcissisme, pour parler de certains mécanismes psychiques, mais il parlait pas du tout de troubles de la personnalité clairement définis. En fait, le terme s'est popularisé, notamment sur internet, où son sens a changé pour devenir vraiment un gros fourre-tout, dans lequel on peut mettre toute une catégorie de personnes bien identifiées. Je ne jette pas la pierre, c'est très rassurant de pouvoir, mettre quelqu'un dans une case et du coup mettre une étiquette sur sa souffrance. Mais vous vous en doutez, les choses sont quand même beaucoup plus complexes que ça en clinique. Si je regarde un petit peu ce terme, pervers narcissique, qui, encore une fois, n'a pas de définition, on peut quand même y trouver à la fois de la toxicité, bon, de la perversion, du narcissisme, d'accord. On parle aussi de manipulation, on va parler de relations d'emprise, on va parler, parfois de sadisme, j'ai même déjà vu des choses qui ont trait à de la psychopathie, qui seraient mises, voilà, dans ce gros fourre-tout qu'est pervers narcissique. Donc en fait, quand un concept finit par, expliquer tout et n'importe quoi, ben, en fait, il n'est pas précis du tout et donc il ne veut rien dire de spécial. Pour rappel, parce qu'on l'a vu dans la vidéo sur les structures en psychanalyse, une personne qui a des traits narcissiques peut passer toute sa vie sans être violente. Voilà. Une personne qui est manipulatrice peut n'avoir aucun trouble de personnalité. Une personne peut être, destructrice et pour autant, elle ne rentre pas dans une catégorie psychologique. La relation elle-même peut être destructrice sans aucune des 2 personnes qui sont, liées par cette relation n'ait un trouble. Voilà. Finalement, ça rejoint un peu ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. Est-ce qu'une théorie psychologique peut se tromper? Oui, parce que les concepts sont utiles pour penser des dynamiques, mais jamais, jamais, jamais un concept, une théorie, quel qu'il soit, ne doit remplacer l'observation et en l'occurrence, dans une psychothérapie quelle qu'elle soit, ça ne doit pas remplacer l'observation de la personne et de la manière dont cette personne est en relation. Relation avec le reste du monde, relation avec ses proches et bien entendu, relation avec le thérapeute. Pour le reste de la question qui posait la question du changement. Est-ce qu'une personne qui a un trouble de personnalité narcissique peut évoluer? Hem, le commentaire sous-entendait l'idée que, a priori, dans, de la vie générale, la réponse serait non.
Là aussi, moi, j'ai plutôt un avis, non définitif parce qu'en réalité, on n'en sait rien. Donc donner une réponse oui ou non est, à mon sens, incompréhensible. On le sait que les troubles de personnalité sont durables. Voilà. C'est rare qu'il y ait un trouble qui ne dure qu'une toute petite période de temps. Si c'est le cas, ça concerne plutôt les enfants et les adolescents qui, avec une bonne prise en charge, peuvent effectivement voir évoluer leurs troubles de personnalité jusqu'à ce qu'ils disparaissent, mais c'est assez rare. Dans l'ensemble, on peut dire qu'un trouble de personnalité, il est plutôt durable, mais durable, ça ne veut pas dire figé, ancré dans le marbre et ça va rester comme ça jusqu'à la fin de notre vie. Il va y avoir des personnes qui vont évoluer, il y en a qui évoluent beaucoup, d'autres beaucoup moins, d'autres absolument pas. Il y a aucune règle absolue sur la question. Moi, je me méfie toujours des réponses, très lapidaires, très, «c'est comme ci» ou «c'est pas comme ça». En réalité, tout va dépendre de comment la personne se positionne. Est-ce que cette personne qui a un trouble de personnalité narcissique ou autre d'ailleurs, est-ce que cette personne, elle en souffre déjà? Est-ce qu'elle est capable de reconnaître ces difficultés qui sont liées à son trouble? Et ensuite, si la réponse est oui, est-ce qu'elle est capable de s'engager dans un travail thérapeutique? Et en plus de ça, il y a plein d'autres facteurs extérieurs, extérieur, soit parce que, dépendant du monde réel, de la société, des aléas de la vie, soit extérieur à la volonté de la personne parce qu'en fait, ce sont des traumas infantiles, des traumas transgénérationnels, des modalités, de développement qui ont eu lieu dans la petite enfance, par exemple. Bon, là, on ne peut pas y faire grand-chose et ça influence forcément la capacité ou non d'évoluer. Donc pour moi, la question, c'est pas vraiment de savoir si une personne est définitivement condamnée à ne jamais changer, puisque la réponse, c'est peut-être oui, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est réponse de Normand. Hem, mais j'en reviens quand même à cette, question de la souffrance dans la relation. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est de se demander: «Est-ce que la relation que j'ai avec cette personne aujourd'hui, cette relation, elle est suffisamment respectueuse et suffisamment sécurisante pour moi?» Si la réponse est non, comment se protéger d'une relation qui devient destructrice? Est-ce qu'on peut faire évoluer certaines modalités de la relation? Hem, voilà, c'est très important pour moi pour moi, pour un thérapeute, c'est très important de reconnaître la complexité psychique d'une personne sans minimiser la souffrance qui est vécue dans une relation. Or, on ne peut pas attendre le changement de l'autre et d'ici ce changement qui peut-être nous permettra d'être heureux, nier complètement notre souffrance. C'est là que, pour moi, la clinique a toute son importance. Il faut en permanence comprendre les mécanismes qui sont en jeu, mais surtout ne jamais réduire une personne à une étiquette. Et donc voilà, au lieu de se demander comment cette personne peut changer, plutôt se demander: «Est-ce que je souffre et qu'est-ce que je peux faire moi pour moins souffrir dans cette relation ou en dehors de cette relation?» Donc la question, voilà, comme je vous disais, réponse de Normand, ni oui ni non, mais je tenais à faire ce petit point sur le pervers narcissique ou la perverse narcissique, même si, on parle souvent au masculin de ce terme. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager vos réflexions dans les commentaires. Vous savez que je vous lis toujours avec beaucoup d'intérêt. Passez une bonne journée. Bye bye.